Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait très longtemps que je suis pas venue vous parler sur cette chaîne, mais je viens faire une vidéo qui est assez importante pour moi. Je vais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup marqué, sur les informations que j'en ai apprises et comment et pourquoi ça va changer des choses sur cette chaîne. Je vais vous présenter le livre et ses différents chapitres. Voilà, globalement on va parler de pollution numérique et je pense que cette vidéo peut être à la fois importante pour... Enfin, elle est globalement importante, je pense, pour tout le monde en termes d'information, mais également, peut-être que ça pourra donner un élan de changement pour toutes les personnes qui possèdent une chaîne YouTube. Donc si vous avez une chaîne YouTube, je vous invite à regarder particulièrement attentivement. Moi, je sais que ça m'a incité à faire des changements que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo. Je viens donc vous parler de ce livre qui s'appelle L'enfer numérique, voyage au bout d'un like de Guillaume Pitron. Guillaume Pitron qui est journaliste et réalisateur de documentaires, qui fait des enquêtes sur des enjeux économiques, écologiques, sur l'exploitation des matières premières et sur des enjeux sociaux. J'ai découvert cet auteur dans un article qu'il avait écrit pour Le Monde diplomatique, qui est un journal mensuel. Et à la suite de ça, j'avais également regardé un documentaire que je vous mettrai dans la barre d'infos, qui m'avait donné envie de creuser un petit peu le sujet de la pollution numérique, parce que c'est un sujet dont on n'entend pas vraiment beaucoup parler dans les milieux écolos, ou alors certainement pas dans les milieux mainstream, enfin dans les médias mainstream, étant donné qu'on ne parle pas du tout d'écologie. Mais même dans les milieux écolos, je trouvais qu'on parlait pas beaucoup de pollution numérique et je n'y connaissais pas grand chose, et c'est pour ça que j'ai lu cette enquête, qui est vraiment pour moi une enquête majeure, qui est sortie cette année, ou en 2021, en septembre 2021, le dépôt légal. Donc voilà, je vais vous expliquer à travers les différents chapitres qu'il a écrits pourquoi c'est une catastrophe ce qu'on est en train de faire avec le numérique. Donc il y a différents chapitres. Le premier chapitre, il l'a nommé le lien fantasmé entre l'écologie et le numérique. Il faut savoir aujourd'hui que les technologies digitales, ça représente 10% de la consommation d'électricité dans le monde, donc c'est juste énorme, et c'est quelque chose dont on parle pas forcément. Par exemple sur les smartphones, parce qu'en fait dans la pollution numérique, on prend en compte à la fois la pollution qui est émise pour les flux numériques, mais également pour les terminaux. Ce qu'on appelle les terminaux, ça va être un ordinateur, un téléphone, en fait le lien avec l'utilisateur direct, qui contient énormément de matière qu'on doit extraire de la terre. C'est des métaux rares et qui sont souvent extrêmement polluants à extraire, outre le fait que ça détruit complètement, environnementalement parlant, les endroits. Donc à la page 20, dans l'introduction, il écrit « En France, un adulte de 18 ans a déjà possédé en moyenne 5 téléphones mobiles. Et plus on est jeune, plus on renouvelle souvent ses équipements, lesquels comptent pourtant pour près de la moitié de la pollution numérique. » Donc c'est ce que je vous expliquais, il y a quand même une grosse partie de la pollution qui est liée aux terminaux. Donc ça, moi c'est un chiffre qui m'a quand même assez effarée. Je sais que personnellement je fais très attention à ne pas renouveler trop souvent mon téléphone, mon ordinateur, mes terminaux globalement. Mais je vous reparlerai de tous les petits trucs que vous pouvez faire à échelle individuelle et collective pour limiter votre pollution numérique à la fin de cette vidéo. Ensuite, globalement, la pollution numérique, comme c'est quelque chose qui a été assez peu médiatisé et expliqué aux gens globalement, il y a évidemment des compagnies, notamment les GAFAM, qui en profitent pour faire ce qu'elles veulent, notamment avec les rapports, etc., pour que les informations restent soit pas sues, soit pas divulguées. Et il y a notamment des rapports sur les TIC, qui sont les technologies de l'information et de la communication, qui nécessiteraient des énormes financements pour que ce soit fait par des partis publics ou en tout cas indépendants, et que ces financements ne sont pas là, donc c'est les entreprises elles-mêmes qui sont impliquées dans le numérique qui se chargent de faire ces rapports. Donc je vous laisse comprendre l'énorme conflit d'intérêts que ça apporte. Et page 42, il écrit au sujet d'un des rapports qui a été édité: Premier étonnement, lorsqu'on consulte la composition du panel, 13 des 17 organismes ayant dépêché leurs experts sont des entreprises privées. Il aurait fallu contrebalancer cet écrasement dominant par une expertise venue du secteur non marchand.
Donc il y a des ONG qui ont été approchées pour le faire, mais quand ils ont voulu le faire, on leur a demandé une participation financière, ce qui n'est juste pas possible en fait, enfin, au vu des poids financiers des ONG et des entreprises privées. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a des rapports, mais il faut s'en méfier, il faut toujours chercher qui a écrit les rapports, etc. parce que ça peut vite être biaisé. Un autre chiffre que j'ai trouvé extrêmement important et que j'ai envie de crier sur tous les toits, à la page 44, il dit « Si le numérique était un pays, il se classerait au 3e rang des consommateurs d'électricité derrière la Chine et les États-Unis. Or, les électrons sont aujourd'hui produits à près de 35% à partir du charbon. Dès lors, le numérique représenterait un peu moins de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. » Donc là, on parle de chiffres énormes. Et au niveau mondial, la production d'électricité, effectivement, est encore extrêmement carbonée, puisque 35% vient du charbon, enfin de l'exploitation du charbon, donc c'est juste terrifiant. Et voilà, et le numérique est extrêmement gourmand en énergie et donc participe à cette pollution de production d'électricité. Avant 2018, il n'y a eu aucune alerte sur la pollution que pouvait engendrer le numérique. C'est The Shift Project qui a sorti la première étude à ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à lire leurs études. J'ai lu notamment leur rapport sur comment décarboner la culture, qui est très intéressant, puisque c'est le milieu dans lequel je travaille. Et honnêtement, ils ont fait ça sur différents secteurs. Donc si vous travaillez dans un secteur qui est voilà, ciblé par ce projet, je vous invite vraiment à le lire, parce que c'est extrêmement édifiant. Ensuite, la deuxième partie de son livre s'appelle « De la zénitude des smartphones ». Donc les smartphones, c'est quand même énormément de matières premières issues de la Terre, c'est des matériaux rares, qui sont extraits dans des conditions très peu éthiques, pas du tout écologiques, et qui de toute manière étaient dans le sol pour une bonne raison et devraient clairement y rester. Or, notre consommation de smartphones ne fait que augmenter, et comme on fait des smartphones de plus en plus complexes, car ce sont quand même des mini-ordinateurs, le coût énergétique pour transformer ces matières premières en smartphones est de plus en plus énergivore et complexe. Aujourd'hui, moi, il y a une question qui m'a quand même beaucoup marquée dans ce livre, c'est pourquoi on n'en a pas plus entendu parler, pourquoi... voilà. Et en fait, Guillaume Pitron dit, voilà, les gens sont pas au courant de ça, c'est quand même fou. Il dit, à leur décharge, 3 catégories de professionnels ont contribué ces dernières décennies à les détacher de cette réalité. Les théoriciens, les publicitaires et les designers. Et donc il explique pourquoi ces 3 catégories de gens nous ont clairement détachés de la pollution numérique, enfin de la conscience de la pollution numérique, globalement pour vendre, hein, on va pas se mentir, et aussi parce que ça a des intérêts dans le développement de la société, etc. Donc ça a des intérêts politiques, économiques et de développement. Donc voilà, et c'est également pour ça que les processus d'obsolescence programmée sont passés un petit peu facilement, on va dire. Enfin, je veux dire, tout le monde a conscience de l'obsolescence programmée, mais c'est pas un sujet qui fait plus rage que ça. Il dit, notamment page 74, « Ces purges électroniques constituent la mutation la plus saillante d'un phénomène bien connu sous le nom d'obsolescence programmée, c'est-à-dire une stratégie consistant à accélérer l'usure d'un produit. Cette obsolescence peut être matérielle, culturelle ou logicielle. » J'ai fait des petits raccourcis dans les citations. Plus loin, il dit « Le poids d'une page web a été multiplié par 115 entre 1995 et 2015. Variante, la puissance sollicitée pour écrire un texte double tous les 2 ou 3 ans. Ces éléments expliquent pourquoi la durée de vie d'un ordinateur est passée en 3 décennies de 11 à seulement 4 ans. » En effet, il y a quand même un processus d'obsolescence programmée qui est voulu, mais il y a aussi le fait qu'on fait des choses de plus en plus lourdes, on fait des choses de plus en plus performantes, et donc les outils qui ont été créés pour les exploiter deviennent très très vite obsolètes. Notamment, je sais pas si vous avez vu avec vos ordinateurs, mais dès que vous faites les mises à jour logicielles, ça prend de plus en plus de place, et donc ça fait ramer vos ordinateurs, là où ils fonctionnaient très très bien avant, et généralement, vous y faites exactement la même chose. Ensuite, la troisième partie s'appelle la matière noire de l'immatériel, dans laquelle
Il parle des productions de CO2 et d'autres gaz fluorés notamment dont on ne connaît aucun effet, si ce n'est qu'ils sont beaucoup plus polluants que le CO2. Donc ça c'est une partie qui est assez complexe, sur laquelle je reviendrai pas en particulier là parce que c'est peut-être moins pertinent de l'expliquer rapidement. Je vous invite, si ça vous intéresse, à lire ce livre de toute manière. Juste petite chose que j'aimerais rappeler, souvent quand on parle d'écologie, on parle d'impact carbone et donc d'émissions CO2. Ce n'est pas du tout le seul point important dans l'écologie. Il y a plein d'autres gaz qui sont extrêmement polluants. Il n'y a pas que les gaz, il n'y a pas que la pollution de l'air, il y a également la pollution de la terre, de l'eau, la chute de la biodiversité. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte quand on parle d'écologie et c'est pour ça que l'énergie verte est un vaste sujet qu'il faut prendre en profondeur. Parenthèse terminée. La quatrième partie s'appelle Enquête sur le nuage, donc sur le cloud. Donc le cloud qui est un système pour stocker les données, que ce soit pour les entreprises ou les particuliers. Généralement ce sont les entreprises qui stockent les données des particuliers et qui sont de plus en plus utilisées et on a l'impression que c'est dématérialisé, donc ça n'existe pas, donc tout va bien, ça ne pollue pas. Et cette jolie image de nuage pour le symboliser n'est absolument pas anodine dans ce fait que les gens ne se rendent pas compte que c'est hyper polluant. Page 116, il dit « C'est que l'humanité produit déjà un invraisemblable déluge de data, 5 exaoctets, donc un exaoctet c'est 1 milliard de milliards d'octets, par jour, soit autant que toutes celles produites depuis les débuts de l'informatique jusqu'en 2003. » Donc, je vous laisse faire un petit calcul dans votre tête. C'est juste énorme, c'est énorme. Il y a vraiment cette partie-là où nous, individuellement, et les entreprises et les États posent des données sur les clouds, et c'est extrêmement polluant parce qu'il faut faire tourner ces clouds. Mais il y a également la collecte de données, qui jusqu'ici était un sujet plutôt labellisé éthique, c'est-à-dire est-ce que vous acceptez que des entreprises privées aient vos données de déplacement, de logement, de tranche d'âge, etc. pour vous cibler sur de la publicité. Déjà éthiquement il y a un vrai problème, mais ici ce n'est pas le sujet. Pour stocker toutes ces données, vous vous imaginez bien que ces entreprises ont besoin de place sur le cloud. Et pour faire tourner un cloud, il faut des data centers. Et il me semble que c'est la partie d'après. Mais du coup je vais quand même revenir rapidement sur les data centers. Un data center pour tourner, donc un data center, imaginez c'est un énorme bâtiment dans lequel il y a des millions d'ordinateurs qui tournent tous, donc ça produit énormément de chaleur, pour pas que la température je crois optimale c'est genre 20 degrés, donc pour pas que ces équipements surchauffent et tombent en panne, on les climatise, et il me semble que 60% de la consommation électrique d'un data center est liée à la climatisation du lieu. Voilà, pour vous la faire courte, vous vous imaginez bien. Ensuite, il faut évidemment rallier les data centers aux autres équipements d'internet, donc il faut mettre des câbles partout. Voilà. Donc c'est des productions électriques énormes et qui sont en expansion exponentielle. Voilà, cette phrase n'a pas de sens, mais vous avez compris. Ensuite, la cinquième partie s'appelle une fantastique gabegie d'électricité. Un data center, donc, c'est ce que je disais, ça a besoin d'être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et pour pallier à un quelconque problème, que ce soit électronique, électrique, voilà, pour pallier à n'importe quel problème, les ordinateurs sont redondés, c'est-à-dire que, admettons, moi je vais mettre des photos de chats sur internet qui vont arriver sur un data center. Pour ne pas qu'on perde mes photos de chats, il faut mettre un deuxième ordinateur au cas où le premier décide de brûler et de supprimer mes photos de chats. Donc il y a cette redondance à cet endroit-là, mais il y a également une redondance des data centers, parce que, admettons, des gens pas contents qui voudraient faire un petit peu de justice climatique décident de brûler un data center, il ne faut pas qu'on perde mes photos de chats. Donc on refait un data center qui lui-même redonde l'ordinateur des photos de chat. Donc, en moyenne, mes photos de chat sont présentes sur 4 ordinateurs. C'est ce qu'il dit, page 148.
puisqu'il dit « Pour tendre vers la disponibilité absolue, les hébergeurs multiplient les précautions. 1. Ils pratiquent d'abord la redondance des réseaux de distribution d'énergie. » Ah oui, il y a ça aussi. Comprenant des tours de refroidissement d'eau pour l'air conditionné, des réservoirs d'eau en cas de coupure, des grues pour faire monter les générateurs diesel depuis la rue. Je coupe un petit peu les citations. En clair, conclut Philippe Luce, il n'y a pas de bâtiment qui au mètre carré coûte plus cher qu'un data center de haut niveau. Deuxième point, comme si cela ne suffisait pas, les hébergeurs dédoublent également les data centers eux-mêmes, non sans être assurés que le site miroir a été édifié sur une plaque tectonique différente. J'avance un petit peu. On va jusqu'à parler de 30% des équipements qui dans les entreprises attendent, ne font rien et qui sont pourtant allumés. Enfin, les hébergeurs surdimensionnent les infrastructures pour anticiper le pic de trafic. Résultat, si un routeur fonctionne à 60% de sa capacité, c'est un maximum. Un enquêteur du New York Times révélait que certains data centers trop peu utilisés pouvaient même gaspiller jusqu'à 90% de l'électricité qu'ils consommaient. Voilà. Page 166, l'auteur nous parle également du crédit vert, qui est un énorme système de bullshit, on va pas se mentir, pour compenser ces compenser ces émissions carbone. C'est des choses que vous pouvez retrouver à titre individuel, par exemple sur un billet d'avion. Les gentilles compagnies aériennes vous disent quelle est l'émission carbone de votre trajet et vous proposent de le compenser en finançant des projets écologiques. Alors le meilleur moyen de ne pas polluer, c'est de ne pas prendre l'avion. Ça c'est un autre sujet. Donc, page 166, il dit en attendant que le mix électrique de l'État de Virginie devienne d'ici à 2045 ou 2050 100% renouvelable, comme l'y enjoint une loi récente, les mastodontes de l'économie numérique peuvent compenser leurs émissions de CO2 par des crédits d'énergie verte. Créé aux États-Unis en 1998, puis en Europe en 2001, ce système part du constat que les électrons produits à partir du solaire ou de l'éolien ne peuvent être distingués de ceux qui proviennent d'une centrale thermique ou nucléaire une fois qu'ils circulent dans les réseaux électriques. En revanche, un producteur d'électricité verte peut, via un intermédiaire spécialisé, vendre un document à une entreprise souhaitant lier virtuellement la consommation électrique à une source d'énergie durable. Cumuler ces crédits donne la possibilité à une entreprise comme Netflix d'affirmer avoir atteint la neutralité carbone. Dans les faits, la plateforme de streaming consomme indéniablement du charbon. Donc voilà, c'est pour vous expliquer à quel point ça ne sert à rien. Le chapitre suivant s'appelle la bataille du Grand Nord. En effet, il y a eu plein de data centers et donc d'entreprises possédant des data centers qui se sont quand même dit mince, ce serait quand même économiquement plus viable de ne pas consommer énormément en climatisation en arrêtant de mettre nos data centers par exemple en Californie où il fait extrêmement chaud. Et donc ils se sont dit, eh bien, trouvons des territoires où l'on peut s'implanter et où il fait froid, ce qui nous évitera de consommer en climatisation. Ne vous y méprenez pas, ce n'était pas pour des questions écologiques, mais bien des questions économiques. C'est donc dans le Grand Nord, et notamment dans le nord de la Finlande, en Laponie, etc., que des entreprises comme Amazon ou Facebook se sont dit allons mettre nos data centers là-bas, puisqu'il fait extrêmement froid, ça nous évitera de consommer de l'électricité pour la climatisation. Or, ces sites sont vraiment parfaits pour eux parce que c'est proche de l'Europe, enfin c'est en Europe. Et en fait, comme en Europe, on n'a pas beaucoup de data centers par rapport aux hébergeurs américains, tout notre flux internet va jusqu'aux États-Unis pour revenir jusqu'à nous. Par exemple, si j'envoie un mail à, je sais pas, disons, mon employeur qui est également en France, le mail va partir jusqu'aux États-Unis. Si je suis sur un hébergeur type Gmail, mon mail va partir jusqu'aux États-Unis pour revenir en France à sa boîte mail. Donc, ça limitait les trajets de mettre certains hébergeurs en Europe. Donc ça a été un premier avantage. Le second, c'est donc le froid. C'est peu peuplé, donc c'est pas très compliqué de construire sans avoir les riverains qui commencent à s'énerver, parce que c'est un vrai problème, par exemple, aux États-Unis, il y a plein de villes où ça devient plus de data centers que d'habitations, et ça rend le paysage très très moche, donc les riverains ne sont pas très contents. Et c'est plein de flotte, parce que quand même, pour climatiser et ou chauffer, il faut de l'eau, et là où il y a plein de flotte, puisqu'il y a plein de neige et de glace.
Donc c'était un petit peu le jackpot pour eux. Sauf que évidemment, détourner... alors oui, du coup, comme ils se sont un petit peu fait pincer sur la consommation électrique, ils se sont dit, eh bien, essayons de produire avec de l'énergie verte pour qu'on nous lâche les basques. Et donc, ils se sont dit, faisons un énorme barrage qui produit de l'électricité donc hydraulique, parce qu'on ne pourra rien nous dire. Or, pour faire ce genre de barrage, il faut détourner des fleuves, enfin, quand on fait un barrage, ça assèche certains fleuves, et donc ça tue la biodiversité, et ça c'est vraiment un des éléments qu'il faut prendre en compte dans l'énergie verte, c'est quels sont les ressorts de cette énergie verte. En l'occurrence, en détournant un fleuve, on a tué tous les poissons ainsi que les végétaux qui vivaient dans cette rivière ou aux abords de cette rivière, et je ne parle même pas de la dégringolade dans la chaîne alimentaire, puisque je dis n'importe quoi, mais s'il n'y a plus de poissons, les ours ne peuvent pas se nourrir. Si les ours ne peuvent pas se nourrir... Non, ils sont un peu en haut. Mais vous avez compris le schéma, c'est toujours comme ça. En fait, il faut aller chercher plus loin que le bout de son nez. Et c'est ce qu'évidemment, ces entreprises ne cherchent absolument pas à faire. Le chapitre suivant s'appelle l'expansion de l'univers numérique. Nous avons de plus en plus d'objets connectés. Je parle notamment des montres connectées, alors les téléphones évidemment, tous les robots de cuisine qui sont connectés à internet, les voitures qui le sont de plus en plus. Voilà, il y a plein d'outils, j'en oublie forcément des dizaines de milliers, mais pas forcément mon domaine de prédilection. Ces objets nécessitent un flux numérique constant, rapide, et pour ce faire, on développe par exemple la 5G qui consomme vraiment, mais je n'ai plus les chiffres en tête, mais vraiment beaucoup plus que la 4G qui elle-même consommait extrêmement plus que la 3G pour réduire les délais de recherche, etc. Donc nous, on va pas forcément se rendre compte, enfin on va s'en rendre compte, mais c'est assez faible comme gain sur un téléphone de je fais ma recherche, pouf, le résultat arrive. Avec la 4G on est quand même pratiquement déjà à ça, hein. Mais c'est surtout développé et utile pour les objets connectés puisque eux ils sont en constant aller-retour entre internet et l'objet pour collecter les données et les analyser, etc. D'où quand même le développement de la 5G. Et je vais vous lire quelques petits chiffres sur la 5G, page 211, où Guillaume Pitron dit « À consommation égale de données, affirme-t-il, cette technologie devrait offrir une efficacité énergétique 10 fois meilleure que sa prédécesseur. Mais c'est oublier que la 5G va faire exploser notre consommation d'internet et de données. Tout le monde convient en effet qu'une nouvelle technologie n'est pas commercialisée dans le but de nous faire consommer moins, mais toujours davantage. » Et c'est un truc qu'il répète après, et c'est vrai, plus on a de données disponibles, plus on a de rapidité disponible, plus on consomme et plus on veut que ça aille vite. Et c'est la même chose avec tout, plus on a d'autoroutes, plus on aura de voitures, plus on a de trains, plus on aura de gens dans les trains. Mais ça marche dans les deux sens, ça marche pour les trucs mauvais pour la planète, ça marche pour les trucs bons pour la planète. Par exemple, il y a des études qui prouvent que plus il y a de pistes cyclables, plus il y a de cyclistes, et pas l'inverse. N'est-ce pas la mairie de Nice? Je dis ça comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui impactent énormément, notamment la qualité des vidéos. Il y a 10 ans, ça nous paraissait complètement improbable de regarder un film sur son téléphone dans le train ou je ne sais où, parce que tout simplement ça mettait trop de temps à arriver, parce que les écrans étaient de mauvaise qualité ou trop petits. Maintenant, énormément de gens consomment de la vidéo et du film en grande qualité sur des smartphones. Et le tout en 4G, pas du tout en Wi-Fi. Donc voilà, plus on augmente les choses, plus les gens vont s'en servir. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il y a quelques pistes d'amélioration auprès des designers éthiques. Ce sont des designers qui essayent de continuer à garder la bonne partie d'internet qui est quand même un échange mondial d'informations et de données qui nous permettent à tous et à toutes d'apprendre énormément de choses. C'est notamment pour cette raison que je fais cette vidéo aussi, c'est pour partager mon savoir, parce que je vais toucher beaucoup plus de monde avec cette vidéo que juste en parlant aux gens que je connais autour de moi.
Et donc ces designers éthiques proposent par exemple de refonder Internet en noir et blanc, ce qui consommerait beaucoup moins d'énergie, de par exemple enlever toutes les vidéos automatiques. Il y a notamment un moment dans le livre, je sais plus où c'était, mais en gros il disait que en 2013, quand la lecture automatique des vidéos sur Facebook s'est mis en marche, ça a fait crasher le site parce que ça a demandé tellement de puissance d'un coup que ça a fait tout cracher. Donc voilà, c'est pour vous donner des choses. Il y a des pistes pour quand même garder l'outil internet. Je ne parle pas de revenir à l'âge de pierre sans internet, même si on y reviendra probablement, mais c'est un autre sujet. Là, dans un truc éthique de on garde internet, on essaie juste de le rendre moins polluant, mais de manière drastique quand même. Il y a cette piste des designers éthiques. Donc voilà, si vous êtes designer, peut-être que vous pouvez essayer de chercher ça. Moi personnellement je suis une noob d'internet, donc je ne pourrais pas apporter quoi que ce soit à ce sujet. La 8e partie s'appelle Quand les robots pollueront plus que les humains. Et croyez-moi, on est vraiment très très près d'arriver à ça. Quand on parle de robots, on a la vision d'un robot style Wall-E ou enfin bref, des robots physiques, humanoïdes. Mais il y a énormément de robots qui sont par exemple des algorithmes, et notamment dans la finance. Aujourd'hui, en fait dans ce qui est par exemple la bourse, dans les investissements, etc., il y a évidemment des humains qui choisissent, qui font des paris entre guillemets sur la bourse pour placer l'argent, mais il y a également des robots qui le font. Et on a découvert récemment que ces robots, qui donc sont un petit peu en roue libre, financent beaucoup les énergies fossiles, donc le charbon, le pétrole, etc., alors qu'on aimerait quand même tendre à arrêter de financer ces énergies. Donc voilà, mais il y a plein de choses comme ça qu'on ne maîtrise déjà plus, entre guillemets. Je ne vous parle pas d'un complot où les robots vont venir nous tuer parce qu'on consomme trop, pas du tout. Il y a toujours moyen de les arrêter, mais aujourd'hui c'est pas la politique ambiante, donc pour l'instant ces robots font ce qu'ils veulent, et notamment investissent beaucoup dans des énergies qui nous tuent. Un vrai plaisir. Sur les objets connectés, l'auteur nous dit, par rapport à ces robots, l'Internet des objets accélère bien entendu cette activité non humaine. En 2023, les connexions entre machines, on parle aussi de M2M pour Machine to Machine, tirées en particulier par les maisons connectées et les voitures intelligentes, devraient totaliser la moitié des connexions sur le web. Quant aux données, le non-humain s'est déjà mis à en produire davantage que l'humain, et ce depuis l'année 2012. Et juste après, il dit « Des chercheurs ont récemment calculé que le fait de nourrir une intelligence artificielle avec d'importants volumes de données pouvait générer autant d'émissions de CO2 que 5 voitures durant tout leur cycle de vie. Aussi, se concentrer sur les répercussions de nos comportements numériques risque de s'avérer vain et illusoire tant la 5G change complètement la donne. » Le 9e chapitre s'appelle 20 000 tentacules sous les mers et parle d'un sujet que je ne connaissais pas du tout, qui sont les câbles sous-marins tendus un petit peu partout sous nos océans et nos mers pour faire transiter via la fibre optique nos données d'un continent à un autre ou d'un pays à un autre. Pour vous donner une petite idée, voici la carte. Donc il y en a littéralement partout. Ce sont des câbles sous-marins qui, vous en doutez bien, une fois qu'elles sont obsolètes, et ça peut arriver très vite parce que les bateaux de pêche les abîment, parce que les requins mordent dedans et les abîment, et quand ils sont abîmés ou détériorés, on en remet un sans enlever celui du dessous, parce que évidemment cela coûterait trop d'argent et c'est un petit peu chiant, donc pourquoi le faire? Donc il y a aujourd'hui des milliers de câbles zombies qui ne servent plus à rien au fond des océans, au cas où la mer n'était pas déjà assez polluée. Donc quand on parle de pollution numérique, on parle de pollution de l'atmosphère, mais également, donc on a vu de pollution de l'atmosphère, on a vu de destruction de la biodiversité, et également de destruction des fonds marins. C'est merveilleux. Le dernier chapitre s'appelle Géopolitique des infrastructures numériques. Pour finir d'enfoncer le couteau dans la plaie, il y a évidemment des problèmes géopolitiques entre certains pays, et donc comme aujourd'hui les
câbles sous-marins sont partagés et les infrastructures style data center peuvent être implantées sur différents pays. Des pays, par exemple la Chine, veulent leur indépendance sur leurs câbles par peur d'être espionnés ou qu'on leur pirate les systèmes, etc. Donc ils choisissent de faire de la redondance sur ces câbles sous-marins pour pouvoir être autonomes sur ces infrastructures, et donc on en fait encore plus pour rien du tout. Voilà. Ce constat est alarmant, et c'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on prenne des mesures à la fois individuelles mais surtout collectives. Vous connaissez mon avis sur les mesures uniquement individuelles, on ne s'en sortira pas comme ça, mais pour faire des mesures collectives, il faut que les gens soient au courant. Donc c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est pourquoi je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a appris des choses. Maintenant, à mesure individuelle, il y a quand même quelques petits trucs qu'on peut faire. Évidemment, ne pas renouveler ces équipements électroniques tant qu'ils ne sont pas en fin de vie. Il y a plein de choses qui peuvent être réparées. Si vous avez vraiment besoin de racheter quelque chose, il y a du reconditionnement, notamment avec les sites style Back Market, où vous achetez des produits reconditionnés qui donnent une seconde vie à des produits qui allaient très bien, mais que les gens ont choisi de revendre. Donc ça c'est sur la partie équipement. Évidemment, la meilleure manière c'est de s'équiper le moins possible. Hein. Ne changez pas votre smartphone s'il marche encore globalement, ou votre ordinateur. Voilà. Et ensuite, évidemment, évitez d'acheter des équipements électroniques connectés si le besoin n'existe pas. Ensuite, une autre action dont je parlais au début, il faut trier ses drives et ses boîtes mail. Il y a l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants en France de pollution numérique de mail abandonnés, de boîtes mail abandonnées. Donc pitié, triez vos boîtes mail. Prenez un temps pour trier votre drive ou votre boîte mail. Peut-être ce que vous voulez sauver qui est sur un drive, mettez-le sur un disque dur externe. Ça reste un objet électronique, mais c'est un objet électronique qui n'est pas connecté, donc quand il ne fonctionne pas, il ne consomme rien. Vous pouvez vous-même faire de la redondance en prenant 2 disques durs et en mettre à 2 endroits différents. N'allons peut-être pas sur 2 plaques tectoniques différentes, mais bon, voilà. Moi, à ce sujet, donc tout ce qui est dit avant, c'est déjà des choses que j'appliquais avant parce que j'avais conscience de ça. Maintenant, sur ce qui est du drive, je ne possède pas de drive personnel et je trie ma boîte mail toutes les semaines. Mais je me suis rendu compte qu'avec cette chaîne YouTube, je produis énormément... je consomme énormément de place sur le drive de YouTube, notamment. C'est pourquoi je vais supprimer dans la semaine prochaine les vidéos qui n'ont pas de caractère éducatif ou de partage d'informations. Je m'explique, je vais supprimer toutes les vidéos type bilan, tous les tags et ce genre de choses, et les vlogs. Ce qui va rester en permanence sur cette chaîne, ce sera les vidéos comme celle-ci, qui ont un fond de transmission d'informations, notamment la vidéo sur l'écologie, la vidéo sur la collapsologie, la vidéo sur le féminisme. Ce sont des vidéos qui peuvent être regardées de tout temps par toutes sortes de personnes et que vous pouvez partager pour informer les autres. Mais je vais supprimer mes bilans pour essayer de diminuer un maximum mon impact à cet endroit-là. Je vais refaire, ça veut pas dire que je referai pas forcément de vidéos bilan, etc. J'en ferai peut-être, mais je vais également essayer d'en produire moins. Dans ce but-là. Donc ma chaîne va devenir parfaitement irrégulière. J'ai déjà bien commencé. Ce qui veut dire que je vais perdre de la visibilité dans vos fils d'actualité, etc. Puisque YouTube punit les mauvais élèves. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour que vous ayez les notifications quand je publie une nouvelle vidéo qui essaiera d'être toujours plus qualitative, plus que quantitative. Voilà, et ensuite, si vous voulez partager ces vidéos parce qu'elles vous ont appris quelque chose et qu'elles vous ont plu, évidemment, vous êtes les bienvenus à le faire. Ensuite, dans les autres choses qu'on peut faire plutôt collectivement, c'est... alors, à titre personnel, connectez-vous au Wi-Fi le plus possible
que ce soit chez vous ou dans les zones extérieures, ça consomme beaucoup moins que la 4G ou la 5G, a fortiori si vous l'avez déjà. Et ensuite, dans le collectif, il y a lutter contre la 5G. Pas parce que les ondes vont détruire nos cerveaux, alors vous pouvez lutter pour ça, mais les études sont quand même assez peu... Enfin, il y a assez peu d'études à ce sujet, donc c'est quand même plutôt une peur qui est peut-être légitime, mais qui pour l'instant n'est pas vraiment prouvée. Par contre, le fait que ça consomme beaucoup plus d'électricité, et donc que ça n'est pas du tout écologique, ça c'est prouvé, archi prouvé. Donc vous pouvez lutter contre l'implantation de la 5G. Il y a énormément de collectifs qui se battent contre ça, donc vous pouvez les rejoindre à cet endroit-là. Et voilà, donc évidemment si vous avez d'autres solutions, d'autres tips pour lutter contre cette pollution numérique, eh bien je vous invite à les mettre dans les commentaires. Je pense qu'il y aura des gens qui vont me dire oui, tu te bats contre la pollution numérique, mais tu fais encore des vidéos, blablabla. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais transmettre ici et que je vais peut-être alerter plusieurs personnes qui possèdent elles-mêmes des chaînes YouTube ou etc. à les faire réfléchir sur ce sujet, ça aura plus d'impact que de fermer ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous invite, évidemment on peut débattre dans les commentaires avec grand plaisir, dans le respect s'il vous plaît, toujours. Mais voilà. En tout cas, je vous conseille énormément de lire cette enquête, l'enfer numérique de Guillaume Pitron. Il a également sorti une enquête sur les métaux rares que je pense que je vais lire incessamment sous peu. Mais voilà, moi ça, je pense que ça a été un des livres les plus édifiants que j'ai lu depuis le début de l'année, donc je vous le conseille absolument. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, car je ne sais pas quel jour je vais poster ça, donc je vais arrêter de dire bon dimanche. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et mettre des commentaires pour me dire si vous avez appris des choses et à partager. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.